Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Yariv Azoulay. Yariv, bonjour. Bonjour Frédéric. Yariv, vous êtes le fondateur de la centrale des CGP. Oui, On est ensemble ce matin pour faire le point sur votre offre. Vous vendez des leads et des rendez-vous qualifiés tout à fait. au CGP, c'est Tout ça? à fait, c'est ça. Nous fournisseurs de rendez-vous. Ouais. Notre ADN, c'est le rendez-vous exclusif et qualifié pour les conseillers en gestion de patrimoine en général et pour les professionnels de la défiscalisation en particulier. C'est quoi la différence Ouais. entre un lead et un rendez-vous qualifié? Eh bien, un lead, c'est un prospect qui va renseigner un formulaire sur Internet. Il dit ça m'intéresse, envoyez-moi la littérature, c'est C'est ça? ça, exactement. Je caricature un peu, hein. Oui, oui. Et il va remplir son formulaire, on va le collecter donc, et on va l'attribuer à un conseiller en gestion de patrimoine, en général en temps réel. Ça, c'est un lead. Ça, c'est un lead. D'accord. Un rendez-vous, c'est... Sachant qu'il Oui. y a des gars qui disent oui, oui, ça m'intéresse, ils n'ont pas la queue d'un fifrelin et en fait, ils vont jamais rien acheter. Oui, exactement. Donc il y a une qualification inférieure par rapport au rendez-vous. C'est justement ce qui fait la différence avec Ouais. le rendez-vous, qui est un peu plus notre ADN, où le rendez-vous, c'est un service extrêmement ciblé qu'on fournit aux conseillers en gestion de patrimoine, dans lequel il va trouver toute la situation financière, fiscale et patrimoniale du prospect, détaillée, c'est-à-dire ses revenus annuels nets, son imposition annuelle, son effort d'épargne, ses objectifs patrimoniaux, etc. Une sorte de photographie de cette situation Ok. actuelle. Le rendez-vous, ça coûte combien? Alors un rendez-vous, c'est 575 € hors taxe. D'accord. Et le forfait minimum, donc le ticket minimum, c'est 5 rendez-vous. D'accord. Pourquoi je ne peux pas juste en acheter un pour tester le produit, entre guillemets? Alors simplement parce que les performances, donc les résultats en vente sur les rendez-vous qu'on attribue, varient en fonction des performances des CGP. Ouais. C'est-à-dire que de leur expérience aussi, et Ouais. évidemment bien sûr De ce qu'ils ont à vendre, de ce leur qu'ils ont à talent. vendre, bien sûr, et surtout aussi des séries de rendez-vous qu'on leur attribue, puisque les séries se suivent et ne se ressemblent pas. Ouais. Et donc, en général... Il n'y a pas un taux de succès de 100% sur Non, un il n'y rendez-vous. a pas du tout de taux de succès de 100%. Les performances, elles varient entre 1 et 4 ventes tous les 5 rendez-vous. Ça dépend donc D'accord. de l'expérience. 20 à 80%. C'est ça. Donc si j'en achète un, Et voilà, et que vous êtes du mauvais côté de la stage. je vais dire, oh là là, Ouais. ce truc, ça vaut pas un radis. Exactement. Parce que 580 et quelques... 575 hors taxe. Ouais, hors taxe, c'est en même temps cher et pas cher. C'est-à-dire que si c'est pour un contact peu qualifié, c'est très cher. En revanche, si effectivement il y a du travail en amont qui a été fait, c'est pas très cher. Et c'est exactement ça. Et le but, c'est que le CGP soit rentable, tout simplement. Donc, c'est lorsqu'il il achète 5 rendez-vous, qu'il puisse réaliser au moins une vente. Et donc, et notre objectif aussi, c'est qu'il renouvelle son opération. D'accord. Donc, s'il fait une vente, s'il est donc du mauvais côté de la statistique et qu'on lui a vendu moins de 5 rendez-vous, donc Ouais. 2 ou 3, Ouais. on est persuadé, un, qu'il a perdu son argent, Ouais. et deux, qu'il ne renouvellera pas son forfait. Vous disiez des rendez-vous qualifiés en matière de défiscalisation. Pourquoi Oui. défiscalisation? Pourquoi? Parce que les CGP ont une gamme d'offres et de solutions plus large que ça à proposer. Oui, alors nous, on ne fait pas le travail du CGP. On lui prend un rendez-vous qualifié. On lui D'accord. fait gagner du temps. Et donc, le rôle du CGP, c'est d'auditer, une fois de plus, le prospect et de l'orienter vers une solution financière, fiscale ou patrimoniale adaptée à sa situation. Et donc, c'est au CGP lui-même de l'orienter vers un placement type loi Pinel, LMNP, ou plutôt de l'assurance vie, etc. Nous, notre vocation, c'est de lui attribuer un rendez-vous qualifié, ciblé, D'accord. de lui faire gagner du temps, etc. D'accord. C'est de lui éviter justement de passer par un lead, une prospection compliquée, etc. Voilà. Des calls. Est-ce qu'on peut revenir sur comment on mesure alors, je sais pas, le résultat ou la performance d'un rendez-vous? Vous me disiez, le taux de succès, de transformation, c'est Oui. entre 1 à 4 rendez-vous sur 5, donc ça Oui. fait entre 20 et 80%. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres clauses qui porteraient par exemple sur le panier moyen que le CGP a réalisé, ou c'est pas, où on ne rentre pas dans ce type de Non, considération? on ne rentre pas dans ce type de considération. Comment on mesure la performance? On suit nos clients à chacune des étapes de la vente de leurs produits. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que le R1 s'est bien passé. Donc le R1, c'est le premier rendez-vous. Ouais. Ensuite, que le R1 bis ou R2 s'est bien passé. Rendez-vous de signature, rendez-vous de présentation à l'épouse, etc. Ouais. Et ensuite, qu'il a bien signé son contrat de réservation, si c'est le cas.
Et donc, ça nous permet de mesurer les performances précisément. D'accord, c'est clair. Vous existez depuis combien de temps à Centrale CGP? Depuis combien de temps vous vendez des rendez-vous qualifiés? Alors nous, ça va bientôt faire 14 ans qu'on existe et on vend des rendez-vous qualifiés depuis 2014. Ok, donc c'est que ça doit marcher, sinon vous auriez arrêté cette activité. Oui. Une dernière question y arrive. C'est qui vos concurrents sur ce business? Alors, on a plus de concurrents concernant les leads plutôt que sur le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est un service qui est assez difficile à travailler. Oui, il y a une valeur ajoutée quand même. Il y a une valeur ajoutée, mais c'est un travail assez compliqué. Surtout quand on veut faire un rendez-vous, quand on veut prendre des rendez-vous qualifiés, parce que c'est issu de nombreux tris sélectifs. Il faut d'abord avoir une source fiable. Donc une source de prospects fiable, la travailler régulièrement, donc on se constitue une data au fur et à mesure des années, on travaille cette data et qu'on améliore progressivement au fur et à mesure des années jusqu'à avoir un rendez-vous définitivement confirmé à J-1. Bon, et alors ma question c'était c'est qui vos concurrents? Donc, on laisse de côté les gens qui vendent du lead parce qu'on a compris que c'était a priori pas très qualitatif. Sur du rendez-vous qualifié, il y a beaucoup de concurrence et qui... Non, il n'y en a pas beaucoup. Je pense à Marketplace qui le fait un peu différemment. Je ne connais pas trop leur méthode. Vous n'avez pas l'air inquiet par la concurrence, en tout cas. Non, parce que je sais qu'on a un travail complètement différent et surtout notamment au niveau des critères garantis. C'est-à-dire que la plupart des fournisseurs de rendez-vous vont vous garantir des critères de minimum 3 000 euros d'impôt annuel, enfin ou maximum d'ailleurs 3 000 euros d'impôt annuel. Le taux d'endettement en général tourne autour de 33%, ce qui n'est pas notre cas. Nous, c'est beaucoup taux d'endettement maximum de 27%. Prospect âgé entre 25 et 57 ans. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Imposition minimum de 3 500 euros. Yariv Azoulay, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale de gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Arthur David Boyer. Arthur, bonjour. Bonjour Frédéric. Arthur, vous êtes directeur du développement chez LFIS Capital et pas Elfis. Exactement. On est ensemble pour faire le point sur votre actualité. Et entre autres, vous avez un de vos fonds, le Equity Defender, qui un peu vivait sa vie tranquillement. Et puis, il revient sur le devant de la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Les performances. Et les performances, c'est la conséquence d'un changement du processus de gestion entamé il y a pratiquement un an. Bon, Equity Defender, c'est un fonds action qui se veut défensif. C'est quoi le changement du processus de gestion? Le concept, c'est on est dans la catégorie flexible, on a une exposition action et on porte le fonds portant lui des protections. Le changement majeur, ça a été dans la nature du panier. Avant, c'était tout bêtement l'Eurostoxx 50. Désormais, c'est un panier avec un biais ESG, donc le fonds a le label LuxFlag et est éligible SFDR article 8. Ensuite, un biais qualité, parce qu'on a vu qu'il y a eu des changements structurels dans le monde et ce biais qualité nous tient à cœur. Et puis ensuite, les couvertures, désormais, elles sont discrétionnaires. Avant, elles étaient systématiques. Et donc, c'est l'équipe qui, en fonction de ses anticipations, décide ou pas d'activer. Et donc, quand on a une couverture, ça permet aux investisseurs de profiter des marchés actions et puis en cas de coup dur d'avoir un amortisseur. De limiter la casse. Exactement. Et en fonction de ce que pense le gérant, on amortira plus ou moins. Bon. Et alors, quand on dit que ça revient sur le devant de la scène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la collecte... Étonnamment, alors qu'on attend... On sent, là, vous êtes responsable de la vente, on sent que vous êtes un directeur du développement heureux, là. Oui, on attendait gentiment la date anniversaire du changement du processus de gestion pour en parler. Et puis, on a été un peu pris de court par les investisseurs qui suivaient le fonds et qui ont commencé à revenir dessus parce que les performances, en effet, sont excellentes. Des performances à 2 chiffres dans cette année, alors même qu'on porte en nous, le fonds porte en lui des protections. Donc, et alors qu'effectivement, beaucoup d'investisseurs se posent des questions sur la tenue des marchés parce que tout le monde dit c'est un petit peu cher, mais en même temps, tout est cher. L'obligataire, on n'a pas envie d'y aller. L'or, c'est cher. Donc, on souhaite rester sur les marchés actions en minorant les risques.
J'aimerais qu'on fasse un point sur un autre de vos produits qui a été récemment mis à l'honneur par le magazine Gestion de Fortune, c'est Perspective Stratégie. Oui, tout à fait. Donc Perspective Stratégie, là ici, c'est un fonds diversifié. Mais on l'avait dit qu'il s'appuyait sur les moteurs de performance des produits structurés. Hein. Et donc lui, en quoi il est intéressant pour les investisseurs un petit peu hésitants, c'est qu'il ne cherche pas à jouer très fortement la hausse. Hein. Cette année, il a une performance autour de plus 5%. Il cherche à avoir le bon équilibre. Hein. C'est un fonds patrimonial. C'est un fonds qui a fait autour de moins 3,5 en 2018, qui était positif en 2020, qui a très bien résisté. Donc il faut le voir sous cet angle-là pour les investisseurs. Et donc, il vise à exploiter, lui, plutôt des scénarios de marché un peu erratiques, hein, en dents de scie. Ce qu'on connaît un peu en ce moment, quand même. Exactement, et depuis plusieurs années. C'est pour ça qu'il a plutôt très bien fait par rapport à ses pairs ces dernières années. On s'était vu, on avait parlé la dernière fois qu'on s'est vu de ce fonds Perspective Stratégie, et à l'époque, on parlait d'une initiative que moi je trouve intéressante, c'est vous lanciez dans une série de vidéos didactiques, un peu pédagogiques pour expliquer. Vous avez persévéré? Alors, on continue. Tout dernièrement, l'épisode 6 est sorti. Alors, il traite d'un sujet qu'on évoque tellement souvent mais qu'on explique si peu, c'est l'effet momentum. Ouais. C'est le biais de tendance. Pourquoi est-ce qu'il y a des gérants ou des investisseurs qui ont envie de surfer sur les vagues? Vague haussière, on la connaît depuis quelques années. Vague baissière, pourquoi pas? Donc voilà, si on essaie de décortiquer, d'expliquer comment on peut l'exploiter, mais également les risques de ce type de stratégie et quelles solutions. Ces vidéos, on les destine... C'est du grand public, c'est pour les professionnels, c'est pour les partenaires CGP? C'est pour tout le monde, puisque finalement on se rend compte que professionnels comme particuliers, on subit tous ces biais comportementaux. Là, c'est juste essayer de prendre conscience. Il faut prendre conscience. Voilà, faut prendre conscience. Parce que quand il y a un momentum, on est aspiré par le marché. On pense que, voilà, il faut qu'on ait cette petite règle qui nous dise les arbres ne montent pas au ciel. Ouais. Est-ce qu'on vit le retournement ces derniers jours ou pas? On ne sait pas, mais il faut toujours en avoir conscience et être équipé en cas de retournement des marchés. Et à l'inverse, quand les marchés font que de baisser, alors on le connaît moins ces dernières années, mais on l'a connu, il faut se dire aussi qu'après la pluie, vient le beau temps. Le beau temps et qu'on va avoir des fenêtres de tir. Exactement. Allez, une dernière question, Arthur. On est en septembre, on aborde la dernière ligne droite pour l'année 2021. Vous voyez ça comment ? Chez LFIS. On espère déjà qu'il n'y aura pas de reconfinement et autres et que tous les problèmes sont derrière nous et qu'on va pouvoir avoir une belle activité commerciale. Ouais. Ça a été très intense, très concentré depuis le printemps. Sur ce dernier trimestre, on va aller voir, on va faire beaucoup de meetings one-to-one avec les CGP. Et puis en termes de marché, précaution, hein, je vous l'ai dit, dans nos fonds, on est vigilant, on veut faire profiter les investisseurs. Vous êtes serein parce que structurellement, vous dites on a des fonds qui sont structurés, construits justement pour traverser les périodes compliquées. C'est exactement ça. Bon, écoutez, on vous souhaite une bonne collecte. Merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale de gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Delphine Rioux. Delphine, bonjour. Delphine, vous êtes analyste ESG spécialisée dans la recherche croissance inclusive chez BNP Paribas. On va commencer, parce qu'on a plein de choses à échanger. C'est quoi la croissance inclusive? C'est faire en sorte que les minorités aient leur place, l'égalité homme-femme, c'est ça? C'est ça, mais c'est plus large que ça. En fait, la promotion de la croissance inclusive, c'est réduire les inégalités sociales. Et les inégalités sociales sont creusées depuis une vingtaine d'années, que ce soit dans les pays développés ou les pays émergents. Et c'est un fait qui est mesuré, qui est objectivé. En fait, on voit bien au fil du temps, la plus-value va de moins en moins à ceux qui travaillent et de plus en plus à ceux qui détiennent le capital et l'outil de travail, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un phénomène, en fait, on voit qu'il y a une stagnation, voire une baisse du pouvoir d'achat de plus en plus de personnes, et qu'on oppose, comme vous le dites, d'une certaine manière, à l'explosion de fortune des 1% les plus riches. Et je vais vous donner un chiffre. 30% des Américains qui appartiennent au bas de l'échelle des revenus, en fait, n'ont pas pu bénéficier d'une progression de leur pouvoir d'achat depuis 90. Donc 90, ça fait 30 ans. En 30 ans, leur pouvoir d'achat a stagné, c'est ça? A stagné, exactement. Comme il y a eu un petit peu d'inflation, ça veut dire qu'ils se sont appauvris. Tout à fait. Tout à fait. Et donc ce n'est pas un sentiment, c'est ce que je vous disais, c'est un fait qui est mesuré. Et pour répondre à votre première question, dans cette catégorie-là, les Noirs américains sont surreprésentés. D'accord. Et
pourquoi, en fait, et nous, nous avons identifié ceci comme un enjeu parce que, voilà, on est au cœur, on est à l'aune des années 2020 et malheureusement, les années 2020, il y a un fort risque, en fait, qu'on connaisse encore un niveau inédit d'inégalité sociale du fait de la crise sanitaire. Parce que le Covid, en fait, il a exposé il a jeté une lumière très crue sur les inégalités sociales. Les travailleurs essentiels, par exemple, ils sont essentiels, mais à bas revenus. Ils ont été exposés au Covid. Oui. Les confinements à répétition, ils ont mis aussi en fragilité les personnes qui sont dans des emplois précaires, type CDD intérimaires. Après, et même au-delà de tout ça, en fait, il y a des secteurs qui sont complètement dévastés. Les jeunes aussi, en fait, ils vont avoir des difficultés. La transition de la fin de leurs études vers le premier emploi est de plus en plus longue. Et moi, je trouve que ça interpelle, au-delà des considérations morales, en fait, les investisseurs, ça doit les interpeller sur 2 points. Le premier point, c'est économique. C'est la question que j'allais vous poser, parce que il y a une considération morale, éthique, c'est bien, c'est pas bien. Bon, vous ne travaillez pas pour une ONG, vous travaillez pour une société financière qui est BNP Paribas AM. En quoi, mis à part des investisseurs qui disent mais moi je veux surtout être moral, etc., ce qui est bien, hein, en quoi ça impacte une décision de gestion de s'intéresser à l'inclusivité? Ça impacte une décision de gestion parce que cette situation d'inégalité sociale qu'on caractérise par une baisse, voire une stagnation du pouvoir d'achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que la consommation des ménages, elle baisse. Ça veut dire que ça mine l'investissement et donc, in fine, ça mine la croissance économique. Et après, peut-être d'un point de vue un petit peu plus, je dirais, high level, d'un point de vue sociétal, en fait, le succès d'un jeune, il ne peut pas dépendre que des moyens financiers de ses parents, que du niveau d'éducation de ses parents. Donc, il faut prendre en compte, en fait, l'intérêt des générations futures. Et pourquoi? Parce que sinon, il va y avoir un risque de fracture sociale. Et ce risque de fracture sociale, ça risque de mettre en péril nos démocraties et nous faire, en fait, tendre vers des régimes beaucoup plus autoritaires qui auront tendance, en fait, à proposer des solutions simples à des problèmes qui sont complexes. Parce que les inégalités sociales, c'est un problème complexe. Oui, et puis ça se gère dans le temps, c'est pas par un coup de baguette magique qu'on va régler ça. Exactement. Mais donc, en fait, pour répondre directement en une phrase à votre question, c'est que pour nous, il n'y a pas de performance économique sans performance sociale. Ça se vérifie parce que j'entends votre argumentation sur la macroéconomie, c'est-à-dire qu'il y a un moment, si les gens sont pauvres, ils ne consomment plus et donc ça n'alimente plus la machine économique, donc il y a un impact macro. Maintenant, au niveau micro, sur la valorisation des entreprises, comment ça impacte ? Alors, sur la valorisation des entreprises, je vais juste essayer de vous expliquer. Un investisseur responsable comme nous, qu'est-ce qu'on va identifier? Quelles sont pour nous les entreprises qui vont nous permettre justement de réduire ces inégalités sociales et de contribuer aux générations, au succès et à l'épanouissement des générations futures. Nous, on va identifier des entreprises qui vont mettre au cœur de la stratégie le partage de valeur entre les différents stakeholders des entreprises. C'est quoi? C'est les salariés, ce sont les fournisseurs, les consommateurs et aussi les actionnaires. Exactement. L'entreprise, elle est au cœur d'un écosystème. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'identifier ces entreprises et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact avant de passer à la performance financière, en termes d'impact. Ça, on l'a compris. Il y a toute une dynamique, juste parce qu'il nous reste peu de temps. En termes de performance financière, est-ce que je suis une entreprise, je suis soucieux d'égalité des chances, de réduire les inégalités parmi mes salariés, j'ai mis en place une politique, est-ce que ça impacte financièrement mon entreprise, mes résultats financiers, éventuellement mon cours de bourse? En synthèse. En synthèse, oui. Est-ce que vous avez envie de travailler pour une entreprise qui fait la promotion du dialogue social, qui fait la promotion de la diversité? Oui. Donc, vous êtes un salarié. C'est une question pour moi ou... C'est une question pour vous. D'accord. Oui, vous allez en fait, quand vous êtes cette entreprise, vous allez attirer les talents. Vous allez les retenir et vous allez avoir des salariés motivés. Et ces salariés motivés, ils vont être apporteurs de solutions et d'idées pour des business models innovants. Le deuxième point, c'est d'un point de vue client.
ou d'un point de vue consommateur, est-ce que vous avez envie effectivement d'être client d'une entreprise qui se distingue par son excellence en termes de gouvernance? Oui, donc ça veut dire que vous allez fidéliser vos clients. Est-ce que vous avez envie d'être partenaire de ce genre d'entreprise qui va forger des relations long terme avec ses fournisseurs? Oui, pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de vous projeter et de projeter des investissements et donc vous permettre de délivrer des produits sûrs et de qualité. Delphine, concrètement, on a parlé de croissance inclusive. Tout ça, ça a vocation à être mis en œuvre. Vous faites pas ça, vous n'êtes pas une ONG, vous n'êtes pas de la recherche fondamentale. En termes de gestion, ça donne quoi? Alors, ça donne en fait un fonds qui s'appelle Inclusive Growth, qui est un fonds d'action global avec une diversification sectorielle. Et pour anticiper votre question, oui, ça performe et ça fait plus de 20% depuis le début de l'année. Ah, c'est bien. Écoutez, félicitations. Merci aux gérantes qui s'occupent du fonds. Delphine Rioux, merci d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. À bientôt.